15h35 sur l'antenne de Radio J. De retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité aujourd'hui, Anne Roumanoff. Et vous le savez, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs préparent une demi-heure à l'image de notre invité. C'est le cas aujourd'hui d'Anne Roumanoff. Parmi eux, Christophe Barbier, notre homme de théâtre pour fouler les scènes que vous aimez ou bien même vous faire découvrir des choses qui vous ressemblent. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Christophe Barbier, alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler de Stéphane Guillon qui est du goût de notre invité. Anne Roumanoff a, semble-t-il, apprécié le dernier spectacle de Stéphane Guillon. Cela nous ramène aux années Sarkozy, quand l'humoriste le plus acide du quinquennat sévissait à la fois sur scène et sur les ondes de la radio publique. Il avait installé un style carnassier, à la dent dure, qui se mettait en phase avec une vie politique âpre et assez violente. Nicolas Sarkozy, l'homme du Karcher, l'homme du casse-toi pauvre con, l'homme du bling-bling, ne pouvait être combattu que par un humoriste cuirassé et sans retenue. L'humour de combat appelle la caricature. Et bien sûr, Stéphane Guillon fut critiqué pour des sketchs excessifs, voire des dérapages. Contre Sarkozy ou d'autres, son accueil de Dominique Strauss-Kahn à la radio, avec force allusion au harcèlement sexuel, est resté dans les mémoires, avec la polémique qu'il avait soulevée. Guillon avait-il vu juste? Avait-il visé juste? Certainement. Avait-il mordu le trait? Sans nul doute. Mais c'était là sa fonction. L'humour n'était pas dans la position du fou du roi, insolent mais loyal. Il était dans la position de celui qui dit au roi qu'il est nu et que c'est obscène. L'ère bonhomme qui a suivi, celle du président normal, François Hollande, a rendu impossible ces excès. Il n'était plus nécessaire. On ne tire pas à la chevrotine sur un culbuto. Stéphane Guillon est alors passé de mode dans l'humour politique, ce qui lui a permis de camper un abbé savoureux et pertinent dans Le Système, une pièce d'Antoine Rau sur la banqueroute de l'un des premiers spéculateurs, inventeur du papier-monnaie, John Law, au début du XVIIIe siècle à Paris. Revenons à l'humour politique. Il se fait de plus en plus rare sur les scènes du stand-up et de l'humour. Les humoristes aiment faire rire avec la vie quotidienne, avec les informations people, avec les travers de la modernité. Mais s'emparer de sujets politiques, comme les gilets jaunes, le scandale des maisons de retraite ou les turpitudes d'un ministre ou encore la campagne présidentielle, cela semble périlleux, moins captivant, plus clivant. Dommage. En esquivant ainsi la politique, les humoristes trahissent un peu leur fonction. Ils doivent exprimer les mauvaises pensées du peuple, telle une soupape démocratique. Quand Anne Roumanoff distille dans le journal du dimanche ses menus et ses recettes politiques, elle fait rire en faisant grincer des dents. Par la métaphore culinaire, elle dégage un fait, épingle la politique, crée de la dérision sans agression. C'est nécessaire. Le temps des marionnettes à la télévision est révolu, les chansonniers disparaissent. Si l'humour ne s'empare pas de la politique, il n'y aura rien entre la langue de bois des élus et la télé trash qui dénigre trop souvent la démocratie représentative. Adepte du rouge, Anne Roumanoff ne met pas son drapeau dans sa poche. J'espère qu'elle consacrera bientôt un spectacle entier à la peinture de notre vie politique, peinture à l'acide plutôt qu'à l'huile. Il lui faut même aller plus loin et envisager de se présenter à la prochaine élection présidentielle, en 2027. L'Ukraine s'est bien dotée d'un président qui était humoriste auparavant, Volodymyr Zelensky. Zemmour a bien fait le clown pendant des années à la télé avant de briller l'Élysée. Les Romanov étaient des tsars, la Roumanoff peut devenir présidente de la République. Waouh, merci beaucoup Christophe Barbier. Ça, c'est une déclaration d'amour, Anne Roumanoff. Mais la fin, c'est n'importe quoi. Pas de politique pour vous. Alors, non, on en parle, mais pas du tout de politique. Tout. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Vous écoutez Radio J. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Anne. Anne Roumanoff, c'est le moment de la chronique émotion. On va entrer dans votre univers et parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Vous-même, vous êtes un distributeur d'émotions, d'émotions joyeuses, puisque vous faites rire les gens depuis quelques années maintenant. On va donc s'attarder sur ce qui vous fait vibrer vous, et on va commencer en musique. Alors vous avez un vrai talent caché, Anne. Vous êtes une spécialiste du grand écart, puisque quand on vous questionne sur vos goûts musicaux, vous répondez Aya Nakamura et Mozart. Alors vous faites fort, j'ai cherché un point commun entre ces deux artistes, j'en ai trouvé aucun. J'avoue que j'aurais été curieux de voir Aya Nakamura chanter pendant que Mozart jouait sur son piano les yeux bandés. Bref, honneur aux femmes, on commence par Aya Nakamura avec un son qui vous fait vibrer, un son plutôt joyeux à votre image. Oui. On l'écoute. Alors le
que l'on entend, c'est Jaja, une chanson, j'y arrive jamais, sortie en 2018 et qui a révélé Aya Nakamura. Elle est beaucoup critiquée, mais mine de rien, elle fait partie des artistes francophones les plus écoutés dans le monde. Alors dans cette chanson, Jaja, Aya Nakamura évoque une relation sans lendemain avec un homme qui lui court après sans succès. Courir après quelqu'un sans succès, c'est un peu votre histoire, Anne. Alors je sais que vous n'aimez pas que l'on se moque de vous et que vous êtes susceptible, mais si je me permets, c'est que vous-même, vous l'avez déclaré. Dans une interview que vous aviez accordée à Jackie du Club Dorothée dans un magazine... Ouais, on va les trucs il y a 600 ans, là. C'est pas si vieux que ça, c'était en 2016. Vous aviez déclaré « Dans ma jeunesse, je tombais toujours amoureuse des garçons qui ne s'intéressaient pas à moi. » Vous ajoutez « J'étais idéaliste en amour, je me suis fixée sur un mec pendant des années, mais il ne s'est jamais rien passé. Du coup, je passais à côté de tous les autres garçons car je voulais celui qui ne voulait pas de moi. » Donc avis à tous nos auditeurs, si vous voulez séduire Anne Roumanoff, ne vous intéressez surtout pas à elle, ignorez-la, vous aurez toutes vos chances. Les hommes sont prévenus, vous parliez de grand écart, Jérôme. Anne Roumanoff est aussi fan de Mozart. Oui, on le sait, l'humour, la scène, ça peut pomper beaucoup d'énergie et il y a quelque chose qui vous aide à vous détendre. Anne, c'est écouter du Mozart au piano. Alors je vais nous épargner la marche turque qu'on a tous entendu bien trop de fois dans un répondeur téléphonique ou alors jouer dans le métro à l'accordéon de façon totalement bâclée. Anne Roumanoff, ferme les yeux, détendez-vous, c'est pour vous. Alors, ça change de Aya Nakamura, c'est d'un autre registre. Alors, ce qu'on écoute, c'est un extrait de la sonate pour piano numéro 8 en La mineur. Elle dure 22 minutes au total. Elle a été composée par Mozart à Paris durant l'été 1778. Il n'avait alors que 22 ans et cette sonate, elle a une histoire assez tragique. En 1778, Mozart est éperdument amoureux de la cantatrice allemande Aloysia Weber pour qui il compose des airs d'opéra. Oui, mais voilà, ça ne plaît pas au père de Mozart qui demande à son fils de ne pas oublier sa carrière. Couvert de dettes, Mozart part alors vivre à Paris l'été en mars 1778 pour se consacrer à la composition. Et là, terrible coup du sort, puisque la mère de Mozart, qui vit à Paris, elle aussi tombe malade et meurt le 3 juillet. C'est durant cette période que Mozart écrit la sonate pour piano numéro 8. Et puis, comme un malheur ne vient jamais seul, lorsque Mozart quitte Paris après le décès de sa mère pour rentrer en Autriche, il apprend que sa chère et tendre cantatrice aime un autre homme que lui. Catastrophe. Voyez, Anne Roumanoff, vous n'êtes pas la seule à aimer des gens qui ne veulent pas de vous. Mozart aussi. Arrêtez, vous êtes vilain. C'était quand Jérôme, j'étais adolescente. Oui, je prends un interview d'il y a 150 ans et je parlais d'un truc qui s'est passé il y a 40 ans. Voilà, c'était un petit clin d'œil humoristique. J'ai évolué. Évidemment, vous avez évolué, vous êtes bien rattrapé, évidemment. Voilà, merci. Et à part Mozart et Aya Nakamura, qu'est-ce qui fait vibrer Anne Roumanoff? Mais alors du positif cette fois, Jérôme. Du positif, oui, il y a une chanson que Anne Roumanoff aime bien. Elle est pleine d'émotions et ça tombe bien, on est dans la chronique émotion. Cette chanson, c'est Mistral gagnant de Renaud et on écoute un extrait. 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire. Alors Mistral gagnant de Renaud, c'est un titre sorti en 1985 qui lui aussi, comme la sonate numéro 8 de Mozart, a une histoire très émouvante. Cette chanson, c'est une véritable Madeleine de Proust pour Renaud. Le chanteur évoque ses souvenirs d'enfance, le temps qui passe et qu'on ne rattrape pas. Il parle donc du Mistral gagnant, une confiserie vendue dans les années 1960 qui se présentait sous la forme d'une poudre sucrée qu'il fallait aspirer avec une paille en réglisse. Cette chanson Mistral gagnant a rencontré un succès phénoménal. Elle a même été élue chanson préférée des Français en 2015 selon un sondage BVA. Et pourtant, elle a failli ne jamais voir le jour. Pourquoi ? Parce qu'en 85, Renaud enregistre son album à Los Angeles. Il n'a pas encore la chanson titre de son futur album. Et un soir, dans un coin du studio, il écrit Mistral gagnant en une demi-heure. Ouais. Il appelle sa femme, Dominique, et lui chante le morceau au téléphone. Réaction de sa femme: si tu n'enregistres pas cette chanson, je te quitte. Résultat, Renaud enregistre Mistral gagnant. Ça persuade, qui devient même le nom de son album et qui rencontrera un succès fou. Comme quoi, le succès parfois tient à peu de choses. Et puis d'ailleurs, on parle de Renaud et qu'on est dans la rubrique émotion, je voudrais rapidement évoquer une petite anecdote personnelle. Mes grands-parents étaient des amis de la famille de Renaud. Ils vivaient avenue Paul-Appel dans le 14e arrondissement à Paris. Au début des années 80, alors que Renaud commence à se faire connaître, Solange, la mère de Renaud, demande à ma grand-mère, qui était professeure de piano, de lui donner des cours de solfège à Renaud. Oui, mais voilà, l'aventure, elle a tourné très court. Renaud avait l'image du loupard rebelle avec un blouson en cuir, ce qui ne plaisait pas du tout à ma grand-mère. Voilà. On connaît la suite de l'histoire. Donc Renaud s'est remis, heureusement pour lui, de son casting raté avec ma grand-mère. Mais on a vu, il a eu une belle carrière par la suite. Il a composé Mistral gagnant, comme quoi.
ma grand-mère que je salue, qui est au ciel. Voilà. Ah ben on lui fait un C'est gros son bisou choix, puis aussi. j'embrasse Renaud On également. embrasse Jérôme. Et à part écouter Mozart, Aya Nakamura et Renaud, qu'est-ce que fait Anne Roumanoff pendant son temps libre? On est Alors, curieuse. On quitte la musique et on se curieux. plonge dans l'univers des séries. Alors après le grand écart entre Aya Nakamura et Mozart, on se demandait ce qu'allait nous réserver Anne Roumanoff. Bon alors là il y a une série dont vous êtes fan apparemment. Cette série c'est Subura, disponible sur Netflix. Une série italienne qui a reçu les louanges des critiques avec une note de 100% sur Rotten Tomatoes, ce qui est assez rare. C'est un site référence sur les critiques de séries. Alors cette série elle raconte l'histoire des luttes de pouvoir entre les gangs, la mafia, l'église et les promoteurs immobiliers pour conquérir Rome. Les différents héros issus de milieux très différents doivent forger des alliances pour parvenir à leur fin. Il y a une bande-annonce, il y a une musique qui est géniale. Il y a du rap italien dans ce Ouais. truc que j'adore. Bon bah je l'ai pas. Et ben on l'a pas. Et ben voilà. On vous enverra la cassette. Et en tout La cas, cassette. cette série, elle aborde des rapports conflictuels entre deux générations. Tout cela n'est pas sans rappeler certains de vos sketchs, Anne Roumanoff. Vous qui aimez bien, dans vos spectacles, placer vos personnages dans des situations un peu contradictoires. Alors évidemment, il est aussi beaucoup question d'argent dans cette série. L'argent, le nerf de la guerre. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez déclaré que vous avez toujours été très angoissé à l'idée de manquer d'argent. Avant de devenir connu, vous avez même ramassé des framboises et été babysitter du fils du chef du village du Club Med, dans lequel vous faisiez vos débuts. En fin de compte, vous n'êtes pas entré dans la mafia, enfin du moins pas qu'on sache. Vous avez choisi l'humour, ce qui vous a plutôt bien réussi. Comme vous le dites vous-même dans le titre de votre dernier spectacle, tout va bien, ou presque. Non, mais ce qui est bien dans cette série Subura, c'est qu'on voit Rome aussi. Il y a tellement de séries qui se passent aux États-Unis, en Angleterre, et là de voir Le décor nous ouais, change. c'est vraiment agréable. Bah oui. Elle Et il y n'est a pas aussi une connue musique. que Gomorrah, mais vraiment je vous la conseille effectivement. Mais moi, je connais pas Gomorrah en fait. Ouais, Je bah, connais que Subura. C'est très proche, c'est très C'est proche. vrai. Ça se ressemble en tout cas en termes de nom, mais qu'on ne confonde pas ce que vous aimez. Les comédiens sont incroyables et les costumes aussi, je trouve très très justes. Eh ben écoutez, on va être très attentifs, on va regarder Subura, on écoutera Aya Nakamura et Mozart en même J'aime temps. que les trucs en rare. Et le rap On aime que italien les rap. mafieux. Merci beaucoup Jérôme Goulon, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J, mercredi prochain avec vous. Et tout de suite on passe à la chronique gastronomie, puisque vous vous faites croquer maintenant Anne Roumanoff par notre chroniqueur Jérém Rache. Vous écoutez Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Ouh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Alors nous attendons Jérém Rache qui vient d'arriver en studio, c'est merveilleux, nous avons une robe... On me siffle pas assez. Donc du coup, on recommence si vous On plaît. recommence, on doit vous attendre. Ok, alors Jérém Rache vient de rentrer dans le studio en robe avec des talons et une veste rouge. Jérém Rache, bonjour. Bien, bonjour. Eh ça ben, va bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio J. Bonjour, Anne. Vous êtes merveilleux. Je vous Je crains le pire, chers auditeurs. Il s'habille toujours comme ça? Non, Ah, d'accord. non, c'est adapté aujourd'hui. Vous m'avez croisé juste avant. Hein. Oui, Mais mais. c'est quand même fou l'importance que les gens accordent à l'apparence, Anne. Est-ce qu'il y a des blondes dans le studio aujourd'hui? Non. Assumez-vous, les filles. Oui, Anne, vous l'aurez compris, j'ai la blonde attitude. Anne, ça fait 14 ans que ce personnage me suit. Ah bon? 14 ans que nous vivons ensemble, 14 ans. C'est l'âge que j'avais quand on a décidé de me faire jouer ce sketch Ah bon? pour prendre confiance en moi. Ah bon? C'est mignon. 14 ans, Vous c'est étiez l'âge. en femme, déjà Ouais, je me suis grimé en femme. 14 ans, c'est l'âge auquel, pour la première fois, j'ai mis sur scène une perruque, une robe, des faux seins et des talons. Eh ben. 14 ans, c'est l'âge C'est où pas de j'ai- ma faute, hein. C'est pas de votre faute, mais c'est un sketch qui m'a permis, permis de prendre confiance en moi. Ok. Et 14 ans, je vous avoue, c'est aussi l'âge auquel j'ai compris que j'étais pédé. Donc merci Anne. Anne, vous l'avez compris, vous êtes un de mes mentors dans le milieu. Je vous entendais parler tout à l'heure du fait que vous aimiez faire des personnages. J'ai commencé mon premier spectacle en faisant énormément de personnages. Et tout à l'heure, j'ai pensé à une phrase de Coluche qui disait que pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. 14 ans, c'est aussi l'âge auquel j'ai commencé à boire du vin rouge. Et du coup, alors la chronique aujourd'hui, je suis censé de vous associer à un plat. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous associer uniquement à du vin rouge, symbole de prospérité et d'espoir. Ok. Trouver une terre fertile pour finalement vivre en paix. Et pour ça, rien de mieux que de s'accepter soi-même. Alors c'est vrai que l'acceptation de soi, c'est un long combat, partagé entre la franchise auprès des gens et la psychanalyse. Donc on se retrouve quand même vite seul et fauché, je vous avoue. Et c'est difficile de trouver une personne qui te dit je t'aime,
Et enfin, c'est pas très difficile, pardon, de trouver une personne qui te dit je t'aime. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de trouver quelqu'un qui le pense vraiment. Et moi, personnellement, en amour, je galère un petit peu. Le train de l'amour, je ne connais pas du tout. On ne me respecte pas du tout en amour. Et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'on a envie de quelqu'un qui nous respecte. Évidemment. Qui prend soin de nous. Évidemment. Qui nous considère vraiment en tant que personne. Et je me suis rendu compte que cette notion de respect, elle était très bizarre. Parce que ça nous fait prendre aussi conscience qu'on est bourré de contradictions. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Un petit peu. Il y a pas trop longtemps, je vous explique, j'ai rencontré un mec physiquement très intelligent. On va pas se mentir. Leonardo DiCaprio. Le même. Ok. Enfin, Leonardo DiCaprio, jeune, sans les abdos et avec un petit début de calvitie. Qui suis-je pour juger un début de calvitie? On va pas se mentir. Bref, le mec fait tout dans les règles de l'art. Il m'invite au resto, il est vegan, il se balade en trottinette électrique et il me parle de développement durable. Et moi, clairement, depuis que j'habite à Paris, tu me parles de développement durable, je bande. Ok, on va pas se mentir. Cyrielle, ne te cache pas comme ça. Au bout de 3 semaines... Ça s'est débridé, Radio J. Hein. Vous avez vu ça, mais j'étais pas prévu. C'était pas prévu. C'était beaucoup plus straight. Et au bout de 3 semaines idylliques, moi, j'en peux plus. Il y a une alchimie entre nous. J'ai la jambe qui tremble, j'ai l'œil qui saute, j'ai les hormones en friche. On est à 2 doigts de conclure et Leonardo me dit: Jérém, je te respecte trop. Mais non, mais pas toi. Mais quand je te disais non, ça voulait dire oui, mais ne me respecte pas. Parce qu'en fait, je crois qu'on en rêve tous aujourd'hui de marcher main dans la rue, d'embrasser sous la pluie, de partager un dessert au restaurant, de faire une soirée coucounique sous un plaid, d'acheter une étoile qui portera son nom et de faire enfin cette putain de photo Instagram de dos, le bras tendu en arrière, avec ton âme sœur qui te tient la main, la poster sur les réseaux avec le hashtag couple goal. C'est vrai. Excusez-moi, je m'emporte un peu, mais... En tout cas, Anne, je suis très content d'être à vos côtés aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, juste avant la Covid, on trinquait ensemble au champagne. Ah bon? Ouais, au bar Marilyn, dans les coulisses de l'Olympia. Ah bon? Ouais, juste après le spectacle de Jean-Philippe Janssen. Eh ben. Voilà, et j'ai pas eu le courage à l'époque de vous inviter à venir voir mon spectacle. Et du coup, aujourd'hui, j'en profite, je vous laisse mon flyer parce que je joue en ce moment à Paris et je vais le regretter si je ne le fais pas. Et ce sera un plaisir de vous inviter au restaurant après pour qu'on clôture cette chronique culinaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, dans ma vie, tout va presque bien. Surtout quand on est aux côtés d'une des personnes qui nous a transmis la passion de ce métier-là. Bon, merci. Oh là là, c'est tellement mignon. C'était une déclaration d'amour plus qu'une chronique gastro aujourd'hui, oui, Jérém. Mais je sais que ça vous tenait à cœur. On va quand même vous trouver un mec, hein. Ouais, ça peut plus durer là. Il faut. Ouais. J'y arriverai pas, je vais finir seul, alcoolique. Mais non, pas du tout. Obèse, pas avec des chats, c'est d'alcoolisme, sûr. tout va très bien se passer, Jérém. Mais oui, tout va très bien se passer. Je rappelle bien sûr qu'on vous retrouve sur scène avec votre spectacle Pourquoi pas tous les mardis à 19h30 à la Divine Comédie à Paris. Et puis en attendant en podcast sur Radio J, radioj.fr, mais aussi sur YouTube. Et bien du coup, Anne Romanoff, j'ai envie de vous parler d'amour parce que Jérém vous en a beaucoup parlé, que vous en parlez beaucoup dans votre spectacle. Vous avez notamment parlé des sites de rencontres et de cette folie autour de la passion amoureuse, mais aussi des rencontres amoureuses. C'est pas facile aujourd'hui de trouver quelqu'un en 2022. C'est facile à n'importe quel. Je veux dire, c'est pas une question d'époque. Je pense pas que ce soit plus difficile aujourd'hui qu'avant. Mais avec l'évolution, les réseaux sociaux, etc., est-ce que vous pensez pas qu'il y a d'une part l'amour qui devient un petit peu plus compliqué, l'amour durable, c'est-à-dire qu'il y a l'amour facile? Non, je pense qu'il y a plus de possibilités pour les gens. Enfin, je vois surtout sur les jeunes, mais je ne veux pas parler de mes filles, sinon je vais me faire égorger à main nue. Donc... non, je pense que c'est plus compliqué. Il y a plus de possibilités. On peut plus zapper d'une. Voilà, donc. Oui, on peut plus zapper. Voilà, c'est peut-être ça qui. Mais de toute façon. Après, je pense que le contexte de l'époque, il influe un peu, mais après, il y a ce qu'on vit aussi. Enfin, je sais pas. Vous trouvez que c'est compliqué, mais pas compliqué en même temps? Non, parce que l'amour, c'est l'amour. Est-ce que vous avez trouvé l'amour, vous, Anne Romanoff? Mais je ne répondrai pas à cette question, ma chère. C'est trop Sarah, intime. Mais oui, c'est trop intime. J'entends bien. C'est bien tenté, mais je ne répondrai pas. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va poursuivre cette émission avec ce que j'appelle. C'est ça qui vous intéressait. Non, mais moi j'étais curieuse de savoir s'il y avait. Racontez plutôt que je joue à Tel Aviv le 25 mai. Ben, c'est ce que j'allais vous demander. Vous allez jouer à Tel Aviv juste après Paris. C'est pas la date exacte en vérité. Bon. Je sais que je pars un dimanche et c'est un lundi-mardi parce qu'après je joue le mercredi et je crois que je pars le 22 mai, donc je pense que je joue le 24. Donc voilà, autour du 24. C'est l'occasion de vous demander justement si vous connaissez Israël, si vous connaissez bien ou pas. Vous connaissez et pas non seulement je ne connais pas Israël, je suis ravie d'y aller, mais en plus ma grand-mère est enterrée au Mont des Oliviers parce qu'elle est Cohen, ma grand-mère. Ah, et ben c'est l'occasion d'y aller. Ça se trouve, on est cousines. C'est très possible, Anne Romanoff. Donc je vais aller sur sa tombe pour la première fois de ma vie. Donc à Jérusalem. Ouais.
Au Mont des Oliviers. Bah écoutez, je peux pas vous dire que c'est beau parce que c'est compliqué de dire que c'est beau. Mais pourquoi c'est pas beau? Parce que c'est quand même un cimetière, le Mont des Oliviers, mais c'est à perte de vue. C'est très émouvant. Et il y a que des Cohen. Non, il n'y a pas que des Cohen. Bon, mais non, parce que moi, il paraît que Cohen, on a enterré dans un truc à part. Oui, alors ça, c'est une chose. Le Mont des Oliviers, bien évidemment. C'était réservé aux Cohen, non? Non, pas du tout. Ah bon? Non, vous avez d'autres personnes. Non, mais vous avez Ilan Halimi, notamment. Vous avez, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont enterrées sur le Mont des Oliviers. Ah oui, c'est que des gens. Non, pas forcément. Tout le monde peut y aller. Il y a aussi Natania. Enfin voilà, après, c'est compliqué de tout vous expliquer là sur l'antenne de Radio J, mais oui, tout le monde peut se faire enterrer en Israël et notamment à Jérusalem, bien sûr. Mais pas au Mont des Oliviers. Si. Ah bon? Si. Non, je pense que les gens qui sont en train de m'écouter juste en passe sont en train de confirmer. Non, bien sûr. Après, voilà, moi, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont enterrées, mais en tout cas, merci pour cette confession, du coup, Anne Roumanoff. Et je sais que votre grand-mère était très importante pour vous. Mes deux grands-mères, vos deux grands-mères, du côté de votre papa et de votre maman. Oui, j'ai une grand-mère qui est la première écrivaine juive francophone du Maroc, Gracia Cohen, qui s'est mariée avec un militaire français, donc elle a fait un mariage mixte, elle a fait un livre qui s'appelait Mariage mixte, et elle descend du grand rabbin Haïm Cohen de Fès, donc c'est le grand-père de ma grand-mère, donc je sais pas, c'est même pas l'arrière-grand-père, c'est l'arrière-arrière-grand-père. Et ma grand-mère russe est née en Lituanie, et elle a eu une vie assez compliquée quand même, parce qu'elle a émigré à Berlin, le tsar persécutait les juifs, son père s'est fait tuer parce qu'il était chef du village par les soldats du tsar qui persécutaient les juifs. On ne sait pas en fait, on pense que voilà. En Lituanie, il y a quand même eu beaucoup d'exterminations. Elle est partie, elle a été à Berlin, ce qui n'était pas une super idée à l'époque, et après elle est venue en France, donc après elle a dû aussi se cacher pendant la guerre. Et voilà, c'était deux femmes qui m'ont vraiment beaucoup marquée parce qu'elles étaient indépendantes, fortes, rebelles. Elles se sont battues quelque part toute leur vie. Elles étaient des femmes modernes, en avance sur leur époque. Et quelque part, je pense que le désir profond de célébrité que j'ai eu très jeune, ça venait comme d'accomplir le rêve de mes grand-mères, en fait. Et ma grand-mère du Maroc, Gracia, elle a eu 7 enfants avec le militaire, le général qui était mon grand-père. Et elle écrivait sur une petite machine à écrire. Et ses sœurs se foutaient de sa gueule, elles disaient « ça va, Victor Hugo ?» Et je trouve que elle tenait beaucoup à cette appellation femme de lettres. Et en fait, je pense que le fait d'écrire, de m'exprimer, de jouer en public, d'être indépendante, c'est très... je sais pas, c'est porteur je suis porteuse de ces deux femmes, qui pour moi, c'est des femmes d'exception, toutes les deux, et je m'en rends compte maintenant qu'elles sont plus là. Je les ai perdues assez jeunes, puisque ma grand-mère du Maroc est morte quand j'avais 20 ans, et mon autre grand-mère est morte juste avant que je rentre à Sciences Po quand j'avais 17 ans, je me rappelle très bien. Voilà. Et voilà, elles m'ont beaucoup marquée. Et puis, alors, j'ai une photo chez moi que j'ai retrouvée, parce que à un moment, évidemment, il y a eu des tensions, séfarades, ashkénazes, c'était pas... Oui, c'est pas évident. Et puis, c'était pas le même, parce que ma grand-mère russe, mon père était fils unique, donc c'était son fils. L'autre grand-mère, elle était séfarade, l'autre, elle prenait... ma grand-mère russe, elle prenait moins de place, elle parlait moins. L'autre, elle prenait toute la place. Donc, il y a eu des petits conflits à un moment. Mais j'ai 2 photos, et dont une qui date de peut-être avant ma naissance, où elles sont sur un banc toutes les deux. Et elles se marrent comme des baleines. Et j'adore cette photo. Je l'ai mise chez moi, je l'ai affichée au mur. Et je me sens héritière de ces 2 femmes. Et j'ai, je pense, en moi le côté séfarade et ashkénaze, c'est-à-dire le côté certainement expansif, joyeux, sociable, et puis le côté torturé des ashkénazes. Je l'ai aussi en moi, c'est ça, tortueux, se poser plein de questions, douter de tout. Enfin, je me reconnais, voilà, dans ces... Il y a aussi des séfarades qui se posent plein de questions, qui sont très torturées, je vous garantis. Et il y a aussi, mais par contre, des ashkénazes expansifs, c'est plus rare quand même, vous noterez. Oui, c'est vrai. Et voilà, et en fait, je suis aussi, par rapport au féminisme, vraiment très admirative de ces 2 femmes qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont eu des moments compliqués dans leur vie, qui se sont battues, qui étaient des femmes debout. Et je me souviens que quand j'ai joué à Casablanca, j'ai dit que quand ma grand-mère, à l'époque, quand il y avait une petite fille qui naissait au Méla de Fès, on disait « c'est rien, c'est une fille ». Et j'ai dit « j'espère que maintenant on dit « c'est bien, c'est une fille ». Ouais. Eh oui. Merci pour cette confession, Anne Roumanoff. On poursuit avec vous sur l'antenne de Radio J avec notre invitée Anne Roumanoff, bien évidemment, que l'on retrouve sur scène avec son spectacle, bien évidemment, que vous pouvez retrouver à Bobino au mois de mai prochain et à Tel Aviv aussi, 14-15 mai à Bobino. Et puis pour Tel Aviv, on ira voir sur le site internet d'Anne Roumanoff pour le spectacle Tout va presque bien. Restez avec nous sur l'antenne de Radio J.